Avec comme d'habitude divers spécialistes pour parler d'une thématique. On va parler un peu de nature, ça fait du bien. Il y a quelques jours de cela, on est passé officiellement en automne. À la faveur de l'automne revient cette douce mélodie. À l'automne. Ça fait bizarre ? Bah oui, on est encore quasiment dans des températures caniculaires bien au-delà des températures habituelles ou en tout cas des normales de saison. On va en parler justement avec nos différents spécialistes parce qu'ils sont avec nous en studio pour nous apporter les divers aspects de la forêt. On est nombreux en forêt finalement en automne. C'est vrai, au printemps, tout le monde aime bien courir, faire du vélo, mais là, il y a en plus les champignons, il y a aussi les chasseurs, ça tombe bien. Tout ce beau monde sera avec nous dans cette émission du MAG Radio Mont-Blanc. Les palettes de couleurs vont éclater. Pas encore tout de suite, peut-être dans quelques jours. On va en parler aujourd'hui, donc déjà avec l'Office national des forêts, avec le conseiller technique Olivier Leclerc. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Mont-Blanc. On le disait, il n'y a pas d'automne sans champignons. Certains disent la chasse aux champignons. Je crois qu'on préfère le mot cueilleur de champignons. La Société d'histoire naturelle du Pays Rochois. Donc on va parler de mycologie aujourd'hui avec son président Alain Bénard. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et à tous. Et dans un deuxième temps, on sera rejoint par André Munier, le président de la Fédération de chasse de Haute-Savoie aux alentours des 10h30. On va parler donc évidemment de cohabitation entre ces différentes pratiques. Je vais poser tout simplement la première question aujourd'hui à l'ONF, car vous êtes le principal observateur, vous évidemment Olivier Leclerc, dans cette émission de la santé de nos forêts. Comment vont-elles après cet été caniculaire ? Les forêts, elles vont, je vais être optimiste, elles vont bien. Elles s'adaptent, mais elles souffrent. Elles souffrent face au changement climatique qui est incontournable aujourd'hui. Et elles souffrent, vous l'avez tous remarqué dans le paysage, elles souffrent pour l'épicéa de ce scolyte qui profite des conditions pour les attaquer. On va parler du scolyte effectivement dans un second temps si vous le voulez bien. On peut rappeler en premier abord l'ONF, quelles sont ses missions principales, donc Office national des forêts. Là il y a plein de gens qui se disent d'accord, c'est pour les forêts publiques. Et c'est là que vous arrivez Olivier. C'est tout à fait ça, c'est pour les forêts publiques. L'ONF ne travaille que pour les forêts publiques. Sur le département de la Haute-Savoie, on gère 66 000 hectares de forêt. Ça fait une belle propriété. C'est une belle propriété, mais c'est peu au regard de la surface forestière de la Haute-Savoie, qui est de 207 000. On dit que à peu près 30% seulement de la superficie des forêts de Haute-Savoie est gérée par l'Office national des forêts. Donc le reste, c'est-à-dire que ce ne sont que des propriétaires privés. Ce ne sont que des propriétaires privés, vous avez totalement raison, c'est 30%. C'est un peu plus que le niveau national, qui est, lui, de 25%. Ça veut dire que du coup, il y a plein de forêts en fait où on n'a pas le droit d'y être ? Si, vous avez le droit d'y être. Après, c'est soumis, à l'autorisation du propriétaire. On est sur des propriétés privées, mais aussi dans les forêts publiques, on est sur des propriétés privées et des propriétés privées de collectivités publiques, mais qui sont, par la loi, ouvertes au public. Est-ce qu'on peut revenir donc sur les missions principales de l'ONF, les 4 missions ? Alors, nos 4 missions, c'est de valoriser une ressource renouvelable, le bois, la première. C'est de préserver la biodiversité, d'accueillir un public, puisque la société est avide de forêts. Aller se promener, aller ramasser les champignons, comme on le verra, c'est une passion de nombre de promeneurs et de sportifs aussi. C'est de contribuer à la protection contre les risques naturels, plus particulièrement en montagne, et donc en Haute-Savoie, où on est très très concerné par le sujet. Et c'est aussi de contribuer à l'atténuation par toutes nos actions du changement climatique. Donc ça, c'est une 5e qui s'est rajoutée à vos 4 missions inhérentes. On en a rajouté une 5e parce que là, le dérèglement climatique, vous le voyez, on le sent tous. Et là, les températures actuelles pour l'automne, ce n'est absolument pas normal. Non, oui, c'est tout à fait ça. On est concerné parce que la forêt souffre depuis déjà des années. On la voit évoluer. Et il est absolument nécessaire qu'on trouve des solutions, non pas pour que la forêt perdure, parce que la forêt n'a pas besoin de l'homme pour exister. Par contre, l'homme a besoin de la forêt. Mais l'homme a besoin de la forêt.
nécessairement. Ce dérèglement climatique, alors on s'amuse toujours à regarder évidemment dans les JT, dans les journaux télévisés, il y a toujours des micro-trottoirs et il y en a plein qui disent « Oh franchement on est bien, on va pas se plaindre, d'habitude il pleut ». Mais on va le payer à un moment ou à un autre. Enfin, c'est-à-dire même à l'échelle d'une année, au final, c'est juste que les saisons commencent un petit peu à se décaler et on pourra par exemple avoir des gelées tardives en mars qui va retarder une nouvelle fois l'éveil de la nature. Oui, c'est un dérèglement qui est plus que le réchauffement pour la forêt. C'est vraiment le dérèglement. C'est des périodes de sécheresse à des saisons où elles n'ont pas lieu d'être, où elles n'avaient pas lieu d'être. C'est des fortes températures, c'est des coups de froid, des coups de vent, des orages violents. C'est tout un tas d'événements climatiques qui viennent... qui mettent la forêt un peu en péril. Dans certains cas, le dernier événement très très important sur le secteur, c'est 2019 avec les orages. Avec la forêt de Maglan. Avec la forêt de Maglan. Complètement décimée. Complètement, en grande partie. En grande partie. Heureusement, pas complètement. Même si vous êtes sur la reforestation et vous replantez de manière significative. Oui, mais c'est une grande partie et c'était vraiment un phénomène qui a, je crois, touché la société et qui a fait prendre conscience de grosses évolutions dans le climat aux citoyens. Donc la faune et la flore sont un petit peu déréglées évidemment par ce dérèglement climatique. Certains appellent ça même maintenant aujourd'hui un effondrement climatique. On voit les feuilles, elles ont pas encore leur couleur de feu et ce très joli panel de couleurs chaudes que l'on pourra peut-être observer un petit peu plus tard, mais elles sont brunies. On voit qu'elles commencent déjà à tomber. C'est un peu tôt, non ? Oui, c'est tôt, mais elles déjà quelques semaines. Elles sont déjà tombées, même vertes. Les arbres se sont justement défeuillés pour atténuer leur évaporation, leur évapotranspiration, et donc essayer de conserver un maximum d'eau. Puisque si un arbre puise l'eau, il l'évapore, il la restitue, mais s'il en évapore de trop, il va finir par mourir. On comprend complètement. Justement, Alain Benard, le président de la Société mycologique du Pays Rochois, vous l'observez aussi sur vos balades avec tous vos sociétaires ? Ah oui. Le 4 septembre, moi je suis monté au Planet à Saint-Laurent et en arrivant en haut, on avait l'impression d'être en automne parce qu'il y avait déjà plein de feuilles tombées. Mais il y avait quelque chose qui me choquait et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et puis d'un seul coup, j'ai compris, en fait, les hêtres étaient en train de se délester de leurs feuilles, mais elles n'avaient pas eu le temps de jaunir ni rien du tout. Elles étaient toutes vertes, très très belles. Et puis ça tombait dans tous les sens et ça faisait des taches vertes sur un tapis de feuilles d'automne. Et en fait, effectivement, les arbres se protègent pour pas faire d'évapotranspiration. En fait, ils peuvent faire comme nous, ils peuvent faire des embolies, les arbres. C'est-à-dire que s'il y a des bulles d'air qui se mettent dans la colonne d'eau, ils peuvent en mourir. Et à partir de ce moment-là, ils se délestent de leurs feuilles. Et c'était quand même impressionnant. Ça reste des êtres vivants, donc finalement oui. Ils ont quand même aussi cette capacité à survivre et à se délester justement de leurs feuilles. Au niveau des champignons, même si évidemment après on aura un chapitre spécialisé sur tous vos superbes conseils et j'en doute pas que vous en avez de nombreux à nous donner, et notamment aux auditeurs les plus novices ou les plus experts par la même occasion. Au niveau des champignons, est-ce que vous voyez, parce qu'on sait que les champignons c'est énormément d'humidité. Oui. Et on a eu quand même un été extrêmement sec. Oui. Est-ce que vous le voyez là aujourd'hui ? Ah bah oui, malheureusement, parce que nous, on a notre expo mycologique à La Roche dimanche. Et tous les mercredis soirs, on a nos réunions d'identification. Et en fait, il y a beaucoup moins de champignons qu'avant. A priori, en particulier à basse altitude, il faut monter un peu. Là, ça compense un peu. Quand vous dites qu'il faut monter un petit peu, il faut monter au-dessus de 1500 mètres, parce qu'après, on a vite les gelées qui vont arriver aussi à ces altitudes. Après, ça dépend des endroits, parce qu'on a eu de l'eau, mais souvent sous forme d'averses orageuses. Donc, il y a des endroits, il y en a eu, il y a des endroits, il n'y en a pas eu. Donc, à deux endroits assez proches, il y a un endroit, il y a des champignons, et il y a un endroit, il n'y en a pas, aux mêmes altitudes. Donc, en fait, il faut explorer beaucoup plus que d'habitude pour trouver quelque chose.
La nature, c'est une symbiose. Les arbres ont besoin des champignons, les champignons ont besoin des arbres. Est-ce que justement, là, cet effet que l'on peut voir et dont on vient de parler évidemment avec Olivier de l'ONF sur ces arbres, est-ce que ça impacte directement le champignon aussi ? Alors ça peut. En fait, les gens, quand on parle champignons, ils ont en tête le fruit, comme un pommier avec une pomme. Oui. Donc les champignons qu'on ramasse, ce sont des fruits, mais le champignon, lui, c'est un mycélium qui est très très étendu. Et les arbres sont, on parle de symbiose, de mycorhize, on ne va pas rentrer dans les termes très techniques, mais l'arbre a absolument besoin des champignons, en particulier dans ce dérèglement, ce changement climatique avec des périodes de sécheresse. C'est le champignon qui permet aux arbres d'étendre la surface racinaire pour aller capter de l'eau, entre autres, des sels minéraux, etc. Et en fait, si les champignons sont en mauvaise santé, les arbres vont être en mauvaise santé. Les arbres ont absolument besoin des champignons, on ne l'a pas assez en tête. Et le changement climatique fait que nous, on note en fait des espèces plus présentes, des espèces moins présentes. Et d'ailleurs, notre fédération a travaillé, ça a duré 8 ans et demi, sur une liste rouge des champignons d'Auvergne-Rhône-Alpes. On va en parler, oui, effectivement. Et cette liste rouge permettra dans le temps de voir justement les effets du dérèglement climatique sur les champignons, avec des champignons plus présents, des champignons qui vont disparaître, des champignons qui vont monter vers le nord, etc., etc. Nous, on le voit très clairement, et pas seulement sur les champignons, on le voit sur la flore, la faune, c'est extrêmement clair. Il y a une incidence très forte et de plus en plus forte et de plus en plus rapide. Le champignon est donc une sorte de thermomètre de l'état de santé du sol et de l'écosystème. Ça fait partie des thermomètres. Voilà. Il y en a d'autres, mais c'est un thermomètre qui est non négligeable. On va parler justement de la cueillette des champignons, parce que là vous vous dites, ok les gars, vous avez pété l'ambiance, vous arrivez, on voulait parler d'automne en forêt, on pensait parler de cueillette de champignons, savoir s'il fallait faire revenir au beurre ou à l'huile d'olive, et on est déjà en train de parler de dérèglement climatique. Oui, mais c'est ça aujourd'hui, et c'est pour ça que Radio Mont-Blanc est un média engagé. C'est aussi cet impact, et c'est le plus grand de tous les combats de notre société aujourd'hui humaine, c'est ce dérèglement climatique. Même si on n'a pas de baguette magique, on a en tout cas des constatations sur le terrain, et c'est pour ça qu'on est accompagné aujourd'hui de la Société mycologique du Pays Rauchois et entre autres de l'ONF. On posera aussi cette question de dérèglement climatique à André Munier, le président de la Fédération de chasse de Haute-Savoie. Là, on va parler par contre vraiment de champignons. Quelques petits rudiments, savoir c'est quoi un champignon d'automne, de printemps, où les chercher, comment les cuire, comment les cueillir. Est-ce qu'il faut shooter dans les champignons qui sont soi-disant toxiques? On va en parler dans quelques instants, et notamment en termes de réglementation. On parle des forêts en automne. Le but du MAC, c'est aussi de parler de chez vous. C'est vrai, toutes les forêts sont aussi singulières, et notamment sur les régions françaises. On a la chance d'avoir un tout petit territoire, et pourtant tellement varié en termes de paysages, en termes d'écosystèmes. Une forêt de pins dans les Landes n'aura rien à voir avec la forêt de Rambouillet que nos forêts en Savoie et Haute-Savoie, qui vont s'apprêter dans quelques semaines évidemment à se figer, littéralement à hiberner sous une jolie pellicule de neige. Bon, pour certains, ça se compte évidemment en mètres. Et avant ça, il y a justement cette mutation, cette transition, et c'est ce qui fait toute la beauté évidemment de l'automne en forêt. Et ce n'est pas l'ONF et notamment nos invités aujourd'hui qui vont nous en parler, notamment Olivier Leclerc, sur cette mutation, cette tranquillité que l'on retrouve à l'automne en forêt. Oui, pour moi comme forestier, l'automne est la période la plus, que je préfère. C'est une période où la forêt va rentrer en léthargie tout doucement. On sent une grande sérénité qui se met en forêt. Et en même temps, on a de tas d'activités qui ont encore lieu, qui se déroulent. On a en particulier toutes les exploitations forestières qui vont devoir finir de se dérouler avant l'hiver. On a les ramasseurs de champignons qu'on croise, les chasseurs aussi que l'on croise. Voilà, il y a une activité, et en même temps ce côté serein, calme, totalement opposé au printemps aussi, où là c'est plutôt une explosion. Là on sent une entrée en hibernation, et ça fait un bien à la forêt, un bien fou, mais aussi à nous humains de sentir cette sérénité. Pour beaucoup, l'automne égale mauvais temps, donc regarder des séries en masse, faire du cocooning, manger des glaces, peut-être en regardant des films, en allant au cinéma. Et pour la Société d'histoire naturelle du Pays Rauchois, et notamment de son président Alain Bédard, c'est aussi le meilleur moment de l'année. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir enfin aller récolter des champignons
Je l'ai appris en préparant cette émission avec vous parce que je suis très mauvais en champignons et ça tombe bien, je vais apprendre plein de choses à vos côtés comme l'ensemble de nos auditeurs aujourd'hui. Il y a des champignons de printemps et des champignons d'automne. Et oui, quand on parle de morilles, c'est uniquement au printemps. Des gens m'ont, dans un stand à la fête de la Saint-Bruno il y a 2 ans, m'ont parlé de morilles d'automne, mais en fait, c'était une élevelle qu'il faut absolument pas consommer. Donc la morille, c'est uniquement au printemps, comme l'hygrophore de Mars, comme un certain nombre d'autres champignons, mais essentiellement les champignons, c'est quand même l'automne. On trouve quoi donc en ce moment ? Alors, on trouve beaucoup moins de choses que d'habitude. Ah, bon, voilà, on commence bien. Parce que, avec le temps qu'il a fait, bien évidemment, les champignons se font rares, surtout à certains endroits. C'est même assez compliqué parce que comme la pluviométrie, ça a été lié à des averses orageuses. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement. Eh bien, en fait, il y a des endroits où c'est moins pire qu'ailleurs, mais globalement, il y a beaucoup moins de champignons, beaucoup moins de variétés. Et nous, on a notre expo dimanche et on va devoir arpenter beaucoup plus que d'habitude pour pouvoir montrer quelque chose à tous les gens qui viendront nous rencontrer. Donc ça sera dimanche, si jamais. On vous donnera évidemment les contacts de la Société d'Histoire Naturelle du Pays Rauchois et donc de tous les amis et collègues d'Alain Bénard qui vont faire donc cette jolie petite exposition. C'est quoi la période la plus propice à retrouver des champignons ? Est-ce que là, on est en plein dedans ? Est-ce que, oui. Chaque année, je me doute que ça se décale un petit peu, dérèglement climatique oblige. Donc là, c'est sec, il fait trop beau, mais en même temps, on a eu des belles averses de pluie. Là, j'ai eu je sais pas combien de photos sur mes WhatsApp de famille de la chasse aux cèpes a été très bonne. Oui, c'est octobre. Et d'ailleurs, il suffit de regarder, sans vouloir plomber l'ambiance, les intoxications. Les intoxications correspondent bien évidemment au moment où il y a le plus de champignons et le maximum de nombre d'intoxications, c'est en octobre. D'accord, c'est ça votre mesure à vous, c'est l'intoxication. Non, parce que moi, je vous rassure, je suis mycophage, donc je mange... Beaucoup de champignons. Je cuisine, non, pas beaucoup, mais j'en mange. Et donc, je le vois aussi, et ça correspond. Mais ça, c'est un critère fiable, parce que c'est des chiffres. Et puis, c'est vrai au niveau national, c'est pas vrai qu'en Haute-Savoie. D'accord. Okay. Voilà. Donc là, on est en pleine saison. Théoriquement, on devrait être en pleine saison, là où il y en a le plus. Alors nous, ça dure un peu moins longtemps qu'ailleurs, la plupart du temps, parce que voilà, avec l'altitude. Mais on constate d'année en année qu'on va avec des saisons de plus en plus loin. Nous, on s'arrêtait pour nos réunions d'identification le mercredi, on s'arrêtait avant quasiment tout le temps début novembre. Et là, maintenant, on pourrait quasiment aller jusqu'à fin décembre. Parce que très régulièrement, même début janvier, on trouve encore des pieds de mouton, des girolles à certains endroits, alors que c'était jamais le cas avant. Et nécessairement, du coup, la neige arrive plus tardivement en station. Et voilà. Ça, on le voit de plus en plus que Noël sous la neige, c'est pas forcément acquis aujourd'hui. Justement, vous l'avez dit très bien dit tout à l'heure. Aujourd'hui, pour aller chercher le champignon, il faut quand même monter un petit peu en altitude. Oui. C'est ça ? Oui, il faut monter un petit peu. Et puis, il faut essayer de voir un petit peu les endroits où l'humidité a été plus importante, les averses orageuses plus importantes. Et on a plus de chances de trouver des champignons en altitude aujourd'hui qu'en bas. Mais sauf que à partir de début novembre, voilà. Il y aura forcément le gel, donc va falloir faire un petit peu le jeu de funambuliste. S'il y a un gel précoce, c'est sûr que la saison va être courte. Et alors, donc le parfait cocktail pour avoir une pousse de champignon, un champignon peut pousser en une nuit, c'est ça, ou en quelques... Non, ça c'est un petit peu des légendes, en particulier sur la morille, où il y a des... Les champignons, c'est comme la chasse. Il y a des histoires, mais c'est un peu comme toutes les histoires, elles sont souvent un petit peu enjolivées et puis exagérées. Non, un champignon peut quand même pousser très vite. Tout le monde peut le voir dans les champs avec les rosées. Il suffit ou les coprins chevelus, un champignon blanc là il suffit qu'il pleuve et si les températures vont avec, ça peut effectivement aller très vite. Mais de là à dire une nuit, non. Donc c'est pas une légende urbaine parce qu'on est en forêt, donc ça sera une légende forestière. Voilà. Donc il faut ça pousse très vite quand même. Ouais, il faut de l'humidité et derrière un petit peu de soleil, un tout petit peu une température un peu clémente. Alors, et poum, ça voilà, sort. L'idéal c'est de l'humidité, de la pluie et avec des températures compatibles avec la pousse
pousser du champignon, c'est-à-dire pas de gel. Et puis après, ça dépend des espèces de champignons. Il y a des espèces de champignons qui ont besoin de chaleur et d'autres pour qui la fraîcheur convient parfaitement. Là, on est en plein dans la période du cep en ce moment. Oui. Ça se trouve, vous avez quelques rudiments. Évidemment, je vais sûrement pas vous faire l'affront de vous demander vos spots. Ça serait très malvenu de ma part. Par contre, est-ce qu'on peut orienter les gens? Je crois qu'on bordure lisière de forêt, c'est ça Alors, les pins surtout. Oui, le bolet, lui, il se trouve sous pas mal d'arbres différents quand même. Hein. C'est pas un arbre seulement. Et à partir là aujourd'hui, c'est plutôt en altitude. Et puis ça peut se trouver en pleine forêt comme en bordure. D'accord, ok. Il faut qu'il y ait pas de règle. Alors le bolet, comme beaucoup de champignons que l'on cueille, c'est un champignon mycorhizien, c'est-à-dire qu'il est en symbiose avec les arbres. Donc à partir du moment où il y a un arbre avec lequel il est mycorhizé, que cet arbre soit en plein milieu de la forêt ou au bord d'un chemin, on peut avoir du cep. D'accord, ok. Vous vouliez rajouter quelque chose, Oui, Olivier? Hier, on était en forêt et je vais confirmer, on a trouvé des cèpes en plein milieu de forêt, mais dans des zones où l'humidité est bien présente. Et en altitude, on était plutôt à du 1300 mètres d'altitude, donc il y avait des cèpes, des jolis cèpes d'ailleurs, mais pas en nombre très très important. Olivier, donc de l'Office national des forêts, ou Alain, je ne sais pas qui veut se charger de nous parler un petit peu de la réglementation. On sait qu'on en a fait des sujets ici sur Radio Mont-Blanc sur cette réglementation pour le ramassage des champignons. On sait qu'on a même des gens qui traversent la frontière pour faire littéralement des razzias, et je pèse mes mots. Oui. Comment vous encadrez ça, vous? Parce que c'est vous, l'ONF, qui représentez l'autorité en forêt. En forêt des collectivités publiques. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, vous faites bien de donc le ramassage des champignons, mais comme le ramassage d'autres, des graines, de tous les produits forestiers, est réglementé par le code forestier. C'est un code qui existe depuis 1827, c'est pas nouveau, et donc qui précise bien les règles. Et quelles sont ces règles alors justement? Combien de champignons? Là, j'arrive. Je voudrais pas dire chanter affoler les ramasseurs, parce que dès qu'on parle de réglementation, ça fait toujours peur. En fait, vous ne pouvez pas ramasser, si je prends le texte législatif, vous ne pouvez pas ramasser des champignons ni aucun produit sans l'autorisation du propriétaire. Bon, ça. Voilà. Ok. Vous avez bien compris. Mais dans les forêts des collectivités publiques, les forêts publiques, cette autorisation est considérée comme acquise à partir du moment où vous ramassez moins de 5 litres. D'accord. Voilà. Donc on imagine un seau de 5 litres et on se dit qu'il ne faut pas que ça aille au-dessus. Voilà. Okay. Ça. Après, pour les truffes, qui sont aussi des champignons beaucoup plus recherchés, là, il n'y a pas de tolérance du tout. D'accord. Et ça tombe bien, je crois qu'il y en a très très peu en Haute-Savoie. Alain Bénard, vous confirmez ce que vient de dire Olivier? Oui. Et en Haute-Savoie, il y a un arrêté préfectoral qui est toujours en vigueur et qui donne pour les chanterelles, les girolles, etc., 500 grammes par personne ou 1 kilo par véhicule. Et pour les bolets, 5 kilos par personne, 10 kilos par véhicule. Alors, en fait, cette réglementation, c'est une question de bon sens, c'est-à-dire que il y aura pas de problème si on ramasse raisonnablement. Mais il y a des gens qui viennent, on les voit, et qui remplissent des grands sacs plein de champignons. Déjà, c'est pas très bon parce qu'ils s'écrasent les uns les autres, etc. Mais ça, par contre, ça tomberait sous le coup de la loi s'ils étaient contrôlés. Après, on sait que c'est une addiction, littéralement, d'aller chasser les champignons. Les gens, ça les rend un petit peu maboules. Donc, peut-être quand ils voient un spot, ils ont du mal à se retenir de tout prendre et d'en laisser pour les autres. Je veux dire, il faut faire la différence entre les ramasseurs, je veux dire, du dimanche, de la semaine, pour leur consommation personnelle. Parce que même s'ils ils dépassent les quantités, c'est de la consommation. Mais aujourd'hui, on est confronté à, comme vous l'aviez dit, à des bandes organisées qui sont là pour ramasser à des fins commerciales. Avec des produits qui sont exportés vers l'Italie, entre autres. Je vous laisse continuer, Olivier. Des produits qui sont exportés vers l'Italie, et on a eu des opérations, nous, de police, qui ont été menées ces dernières années pour lutter contre ces pratiques. Et on les a relayés sur Radio Mont-Blanc, entre autres. Alain Bénard, vous m'avez parlé aussi d'une chose, j'en ai parlé il y a quelques instants. Certains mettent des coups de pied
dans des champignons qu'ils se disent toxiques et ils se disent si un néophyte ou un amateur arrive et qui ne connaît pas le champignon, il va le manger, il va s'intoxiquer, donc je me dois de le sauver et je vais saccager un écosystème juste pour ça. Oui, alors d'ailleurs, dans l'arrêté préfectoral, il y a bien précisé que c'est interdit de détruire des espèces que l'on ramasse pas. J'ai pas retrouvé l'article, c'est quelque chose que j'avais entendu il y a pas si longtemps, mais il y a quelques années quand même. Et en fait, il y a des gens qui, quand ils voient par exemple des amanites phalloïdes, ils donnent des coups de pied dedans en disant que c'est rendre service à des gens qui pourraient les ramasser imprudemment. Mais en fait, les champignons, dont l'amanite phalloïde, sont mycorhiziens. Et si on se mettait à détruire toutes les espèces toxiques pour éviter aux gens de s'intoxiquer, on ne rendrait pas service à la forêt. Et la règle, c'est qu'on ne cueille que ce que l'on connaît, ou alors on va dans une pharmacie où oui, où ça on c'est le bon conseil. Mais voilà. alors même si c'est de plus en plus rare, vos pharmaciens normalement sont habilités et formés pour beaucoup, pas tous, bien évidemment. Certaines pharmacies, moi je sais que celle à côté de chez moi, je le ramène et la pharmacienne, elle mouille le maillot, et carrément elle croque dans le champignon pour s'assurer que tout va bien. Donc, c'est parfait. Bah ouais, tout à fait. Quelques conseils justement pour terminer ce chapitre vraiment autour de la mycologie, Alain Benard, et de votre expertise. Comment on ramasse un champignon ? Est-ce qu'on peut l'arracher du sol ? Est-ce qu'il faut le couper avec une petite serpe ? Alors, un champignon, ne serait-ce qu'après, pour pouvoir identifier correctement, il faut qu'il soit ramassé entier. Donc il suffit avec ses racines. Voilà. Il suffit de tourner un petit peu, ça vient tout seul. Faut pas creuser brutalement, on abîmerait le mycélium. Il suffit de tourner un petit peu et généralement ça vient sans problème. On peut s'aider un petit peu d'un couteau si ça va un petit peu loin dans le sol. Mais pour identifier un champignon, c'est très important de l'avoir en entier. Donc on doit le ramasser en entier. Oui, mais pour par exemple limiter son impact, je sais pas, je parle vraiment et je me fais volontairement crédule. Si je l'arrache avec ses racines, est-ce qu'il va pouvoir ensuite revenir ? Est-ce qu'il y aura d'autres champignons qui vont être régénérés justement avec ce fameux mycélium ? C'est un fruit, donc si on creuse un tout petit peu avec le couteau pour le prendre et le tourner, c'est pas ça qui va endommager suffisamment le mycélium pour qu'après il y ait un problème. En plus, le mycélium, il est grand, il fait pas qu'un fruit, c'est comme un pommier. Donc, c'est très important de ramasser le champignon en entier. Je comprends bien. Il y a également cette question aussi de sacs. Vous m'avez parlé, c'est très important de ne pas prendre des sacs en plastique parce qu'on peut vite s'intoxiquer et en fait, le champignon peut tourner en fait. Les sacs plastiques, c'est pas rigide. Donc, quand on va marcher, les champignons, ils vont être malmenés, ils vont macérer. Si peu qu'après, on reparte et qu'on mette le sac dans la voiture et que ce soit en plein soleil et qu'il fasse super chaud, les champignons vont se détériorer beaucoup plus vite dans un sac plastique que dans un panier en osier. Et d'autre part, si on a un panier en osier, quand on va rentrer vers la voiture, les champignons vont continuer à libérer leurs spores et mettre les spores dans la forêt, alors qu'ils resteront dans le sac plastique. Donc il y a vraiment... et puis dans le sac plastique, tout est mélangé. Donc si malheureusement on a pris des champignons qu'on connaissait pas trop pour aller à la pharmacie après, eh bien on va avoir du mal. Et puis on peut très bien avoir des morceaux, dans ce cas-là, de champignons toxiques dans sa récolte. Et il vérole tout le reste du panier, c'est ce qu'on dit en général. Et si c'est un champignon malheureusement extrêmement vénéneux comme l'amanite phalloïde, ça peut quand même avoir des conséquences fâcheuses. Vous préconisez donc le célèbre le panier en osier à retrouver dans tous vos bons marchés, pourquoi pas. Ensuite, dernier bon conseil, est-ce que tous les champignons doivent être cuits ou blanchis ? Est-ce qu'il y a une règle générale pour éviter de s'intoxiquer ? Alors, quand on parle de sushi, et on sait qu'il y a du saumon cru, on sait que c'est extrêmement important que le saumon soit super frais. C'est pareil pour les champignons. Déjà, il y a extrêmement peu de champignons qui se mangent crus. Et pour ceux qui se mangent crus, comme l'orange, le cèpe, il faut qu'ils soient de première fraîcheur. Si jamais ils sont un petit peu passés, on est dans un milieu sauvage, il y a des champignons parasites, il y a des insectes, il y a tout un tas de choses, et on ne doit consommer cru que des champignons de première fraîcheur.
On s'est donc offert un joli chapitre autour de la mycologie grâce à Alain Bénard, bien sûr, de la Société d'histoire naturelle du Pays Rochois. On l'a dit, beaucoup de monde dans les forêts parce qu'on cherche sa quiétude, parce que la nature, la faune et la flore sont en transition avant une hibernation. Et il y a donc les cueilleurs de champignons. Il y a toute l'activité forestière dont on a brièvement parlé évidemment avec l'ONF. Et on va parler aussi de la chasse. La chasse fait partie évidemment de nos forêts en automne. Nous allons en parler justement avec André Munier, le président de la Fédération de chasse de Haute-Savoie. Ça sera juste après ça. Vos questions, bien sûr, sont les bienvenues sur le WhatsApp Radio Mont Blanc 04 50 58 24 47. À tout de suite. Toujours en compagnie évidemment de nos multiples experts. On parlait il y a quelques instants de la mycologie avec la Société d'histoire naturelle du Pays Rochois avec Alain Bénard. On a parlé aussi des forêts, de l'Office national des forêts et de son conseiller technique Olivier Leclerc, et notamment des exploitations forestières. Le fait que les forêts sont en grande partie dans nos pays de Savoie des propriétés privées, de propriétaires privés. Et après, il y a évidemment les forêts au final des municipalités, si on peut dire ainsi, qui restent aussi un petit peu privées. On a expliqué ça en début d'émission. Vous retrouverez évidemment le podcast dans quelques instants. On ne peut pas parler évidemment de la forêt en automne sans parler de la chasse. Et pour cela, j'appelle à la barre le président de la Fédération de chasse de Haute-Savoie, qui n'est autre que André Munier. Il est en visio avec nous. Bonjour André Munier. Bonjour. Vous êtes également, vous aussi, un mycologue, je crois. Vous avez une société mycologique, mais on est là pour parler de chasse ensemble. Je vais vous mettre sur un pied d'égalité par rapport à nos autres invités qui ont démarré cette intervention autour du dérèglement climatique. Est-ce que la saison de chasse qui a débuté début septembre, avec un temps radieux, des fortes températures, tout ça il y a un peu moins d'un mois, est-ce que ça a eu un effet immédiat sur votre pratique et sur ce début de saison de chasse ? Je voudrais déjà saluer mes collègues de l'Office national des forêts et mon collègue président de la Société mycologique, puisque je suis également président de la Société mycologique d'Annecy. Écoutez, le début de saison de chasse est très très bien passé. Si vous voulez, les animaux étaient présents et je crois que les résultats sont très satisfaisants après 15 jours d'ouverture de chasse. J'entends. Vous pouvez... il y a un... Comment dire ? Est-ce qu'on peut rappeler ensemble, je sais que je fais volontairement un petit peu de pédagogie, les jours qui ont le droit d'être chassés pour le gros gibier en montagne ? Je crois qu'il y a une réglementation par rapport à ça. Alors écoutez, principalement, c'est 3 jours par semaine, le jeudi, le samedi et le dimanche, avec quelques exceptions, quelquefois le mardi, notamment pour le chamois en tir qualitatif. On rappelle qu'il y a, Monsieur Munier, un peu moins de 5% des Hauts-Savoyards qui ont une carte de chasse, mais énormément de sympathisants. Vous avez mauvaise presse, mais comment est la situation aujourd'hui en Haute-Savoie ? Que mettez-vous en place pour redorer le blason de la chasse auprès des administrés ? Alors, j'allais dire plusieurs choses. Premièrement, on a mis en place des réglementations pour assurer la sécurité le mieux possible de la chasse, puisque nous sommes le seul département en France à être fermé 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi. Il n'y a aucune chasse sur le territoire de la Haute-Savoie. Deuxième chose, si vous voulez, nous intervenons beaucoup dans les écoles pour parler de la faune, des empreintes, de la flore, etc. Nous communiquons énormément, nous créons beaucoup d'événements, ce qui fait que depuis 2 ans, nous avons une reconnaissance du nombre de permis de chasser dans le département. Et vous proposez aussi des ateliers, on en avait parlé ici sur Radio Mont Blanc, les dimanches à la chasse qui trouvent un public, 200 personnes je crois déjà. Il y a déjà plusieurs années que nous organisons cela, ça veut dire que le dimanche à la chasse, cette année c'est le 15 octobre, nous invitons des personnes qui sont bien sûr volontaires et on a en moyenne une 50aine de sociétés de chasse qui ont 10 à 15 invités, qui participent à une journée de chasse, etc. Et c'est extrêmement bien prisé, il faut dire qu'à l'issue de ce dimanche à la chasse, on a régulièrement une quinzaine de chasseurs qui prennent leur permis. On en parlait tout à l'heure avec nos invités ici en studio de la mutation de la nature, que ce soit flore et faune. Ce qui est inhérent et ce qui est très automnal, c'est l'activité du brame du cerf, et c'est également un atelier que vous proposez, vous, la Fédération de chasse. Ah oui, on propose 4 à 5 soirées pour participer à des soirées de brame qui sont très convoitées. C'est réparti dans le département, si vous voulez, mais c'est extrêmement convoité. On retrouve les informations pour participer à ces soirées brame du cerf sur votre site internet, je suppose ? Oui, bien sûr.
Il y a Alain Bénard tout à l'heure de la Société d'Histoire Naturelle qui m'a posé une question et je n'étais pas capable de lui répondre, donc je vais vous la poser. Est-ce qu'il existe aujourd'hui encore des chasseurs isolés, des chasseurs seuls en montagne, ou ils font forcément partie d'un groupe ? Non. Alors, il y a deux types de chasse. En Savoie, il y a la chasse individuelle et la chasse en battue. Voilà. Donc ça veut dire et la chasse en équipe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez une société de chasse, en fonction de sa densité, en fonction de son territoire, un certain nombre de bracelets à réaliser, que ce soit sur des cervidés, des chevreuils, du samoa. Donc ces bracelets sont répartis dans des équipes. Il y a des chefs d'équipe. Alors donc ça veut dire que sur un même massif, vous avez plusieurs chasseurs qui peuvent chasser en même temps. Vous avez ce qu'on appelle des battues, lorsque quelquefois il y a des dégâts sylvo, on va dire l'agriculture et les forêts, pour être plus clair. Il y en a des battues qui s'organisent pour démembrer un petit peu, décantonner le gibier. Et puis, vous avez la chasse individuelle, la personne qui va aller au lièvre, qui va aller à la bécasse, qui va aller au faisan, etc. Et ça existe. Il y a trois activités qui se superposent. On sait que justement pour éviter, alors on parle, là on est vraiment dans la thématique de la cohabitation entre les différents usagers de la montagne et de la forêt. Donc on a parlé des cueilleurs de champignons, juste des simples baladeurs randonneurs, il y a les vététistes, il y a les trailers. Il y a évidemment toute la signalisation, c'est ça que vous mettez en place pour justement montrer une zone de chasse en cours. Mais il y a également cette mise en place d'une application que j'ai découvert, Chasse Éco, pour géolocaliser les zones de chasse. Oui, alors, si vous voulez, chaque fois qu'il y a des opérations de chasse en groupe, effectivement, vous avez un certain nombre de panneaux qui indiquent le secteur qui est chassé. Ça, c'est ce qu'on aura. Ensuite, on a une application qui s'appelle Chasse Éco, qui permet à toute personne qui fréquente la nature de voir si le secteur où il va se promener, si la chasse est ouverte ou si elle est fermée. Ça veut dire qu'on voit bien le territoire qui est ouvert à la chasse, les réserves qui existent, etc., et tous les jours de chasse qui sont exercés sur la société en question. Je comprends bien. Et donc, cette application, elle est mise à jour régulièrement, ou elle est en temps réel, ou c'est une fois par an on va dire elle est quasiment en temps réel. Voilà. D'accord. Mais ça ne comprend pas les chasseurs individuels, c'est juste les groupes de chasse qui ont posé un plan de chasse. Oui, mais si vous allez sur Chasse Éco, vous voyez exactement les jours de chasse qui sont ouverts sur le territoire que vous fréquentez, si vous voulez. Les autres qui sont en réserve, où là, il n'y a pas de chasse. Et vous voyez également ce qu'on appelle les zones rouges, qu'on avait mis en place dans les années 2017. Et là, vous avez que 2 jeudis par mois où la chasse s'effectue, qui sont des zones, si vous voulez, qui sont surfréquentées. Voilà. On comprend bien. Après, les conseils d'usage habituels aussi, porter un gilet jaune, une clochette pour les chiens, ça vous le recommandez, André Munier, président de la Fédération de chasse de Haute-Savoie? Écoutez, ça, les gilets jaunes, les gilets oranges, c'est nous qui l'avons mis en place. Si vous voulez, donc les chasseurs sont bien identifiés entre eux, même les randonneurs, les cueilleurs de champignons peuvent les voir. Les clochettes, c'est surtout pour que le chasseur puisse repérer son chien. Moi, ce que je regrette un peu, si vous voulez, sur le fond, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes dans un département où nous avons une démographie qui augmente régulièrement et une diminution de nos territoires. Donc, ça veut dire que nous avons une surfréquentation de ces territoires et que la cohabitation devient extrêmement difficile. Moi, je profite pour le dire. Et cette cohabitation, elle existe dans la mesure où chacun se respecte mutuellement. Autrement, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, si vous voulez, ça ne gêne absolument pas qu'on soit dans la nature. Si chacun respecte d'une part les sentiers balisés, etc., mais actuellement, plus personne ne respecte rien. Et c'est vrai pour quasiment tous ceux qui fréquentent la nature aujourd'hui. C'est un vrai problème. On parle aujourd'hui, je vois mes collègues de l'ONF, je pense que la surgénération ne se fait pas normalement parce qu'il y a du piétinement, etc., etc. Quand on parle des champignons, je suis bien placé pour en parler. Moi, je trouve un peu dommage qu'un cueilleur de champignons ne mette pas un gilet vert ou un gilet orange pour qu'on le voit. Parce que quand on est dans les broussailles et qu'on gère des champignons, c'est compliqué quelquefois pour visualiser la personne. Je crois que c'est un ensemble de choses. On a passé, nous, des conventions avec les randonneurs, on a passé des conventions avec le club alpin, on a passé des conventions avec l'équitation, etc. Il faut que là, chacun prenne conscience qu'aujourd'hui, nous avons une nature en Haute-Savoie qui est surfréquentée. Il faut bien se le dire. D'accord ? Et moi, je crains que si on continue, ces conflits d'usage, si vous voulez, s'aggravent, on risque d'assister à ce qui se passe dans certains départements, c'est les oppositions,
entre le public, entre le privé, etc. C'est un vrai débat aujourd'hui. Oui, de toute façon, c'est un fait. En Haute-Savoie, il y a 10 000 personnes. On a fait un mag à du Mont-Blanc sur l'immobilier. Il y a 10 000 personnes qui arrivent chaque année dans nos pays de Savoie. Donc, inexorablement, il y aura plus de pratiquants dans les forêts. Ça, c'est un fait. Est-ce que vous acquiescez, messieurs, que ce soit Olivier ou Alain, de votre point de vue, de l'ONF ou de Alain, est-ce que vous voyez aussi ces conflits d'usage que vient d'aborder justement André Munier ? Oui, les conflits d'usage sont une réalité. On note, nous, une distanciation croissante avec les citoyens, comme pour l'agriculture d'ailleurs, et qui amène à une acceptabilité très faible des actions forestières, entre autres. Des actions forestières, quand vous parlez de coupe de bois, par exemple, les gens transgressent les règles et la transgressent les règles, non, il n'y a pas de règles, mais surtout, ils se mettent en péril. Oui, la signalisation qui est mise en place. Tous les chantiers sont signalés, c'est une obligation. Avec de la rubalise, des panneaux, et on rencontre couramment des gens qui passent au-delà de ces signalisations. Et je veux dire, c'est un péril pour eux, puisqu'on a un professionnel qui est en train d'abattre, et l'abattage d'un arbre, ça reste dangereux. Et donc, voilà, il faut que les gens soient conscients qu'il y a une multitude d'activités en forêt, qu'il n'y a pas une seule activité, il n'y a pas que la randonnée, il n'y a pas que le VTT, il n'y a pas que la chasse, il n'y a pas que l'exploitation forestière. C'est une forêt multifonctionnelle et on doit absolument tous se respecter et tous, autant que possible, s'informer. Voilà. La montagne, elle appartient à tous, oui, Alain ? Oui, nous, cette année, on a annulé une sortie, enfin, on l'a mise ailleurs, parce que quand on a été en reconnaissance, il y avait des VTT qui descendaient à fond les manettes. Et nous, en tant que botanistes, on s'arrête au bord des chemins et c'était trop dangereux. On a fait notre sortie ailleurs. Annulé. Donc, j'allais dire, pour l'instant, on n'est pas encore tombé sur les VTTistes. Il y a Monsieur Munier qui en a parlé, des chemins balisés, des chemins qu'il ne faut pas sortir. Ça, c'est la réglementation. Je suis moi-même pratiquant de VTT, je sais de quoi je parle. On doit rester sur les sentiers. De toute façon, sinon, c'est amendable. Aucun véhicule ne peut circuler en dehors des chemins, sentiers et voies ouvertes à la circulation. C'est 1 500 € d'amende. C'est 1 500 € d'amende, que ce soit un VTT, un cheval, puisqu'un véhicule est considéré comme un cheval. Vous devez rester sur les sentiers. Voilà. Et aujourd'hui, on est de plus en plus exposé, c'est vrai, à une pratique type freeride, VTT, avec de la circulation de VTT dans le milieu naturel partout, avec des conséquences sur le sol et sur la nature. Et très certainement le VTT électrique en montagne qui a mis beaucoup de gens aujourd'hui en montagne sur une bicyclette, on est peut-être pour quelque chose, je ne sais pas du tout. Là, on s'égare, mais... Je ne suis pas totalement convaincu. Les VTT électriques, moi je les retrouve plus sur des pistes, sur des itinéraires. Voilà, c'est plus le côté descente, sport intense. D'accord. Donc, il y a de la place pour tout le monde, les trailers, les randonneurs, les cueilleurs de champignons, les chasseurs, les VTTistes. Il faut juste se respecter, c'est le maître mot au final et la conclusion de cette émission. Oui, c'est tout à fait ça, c'est respectons-nous, habituons-nous à vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas qu'un discours, il faut, la nature sait le faire, vivre ensemble, faisons pareil. Tout à fait. Monsieur Munier, vous êtes d'accord avec cela ? Et moi, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, la cohabitation est possible dans la mesure où les gens se parlent et que les gens se respectent. Autrement, ce n'est pas possible. Il faut savoir que la nature, oui, elle est à tout le monde, mais sous certaines conditions. Et je pense que si on veut préserver nos départements et préserver cet environnement qui est absolument exceptionnel, il faut de temps en temps se mettre autour de la table et préciser ce que l'on peut faire et comment on peut le faire. Tout à fait, ce sera le mot de la fin de la Fédération de chasse de Haute-Savoie et de son président André Munier. Je remercie évidemment votre présence ici avec nous par visio. Je remercie aussi chaudement la Société d'histoire naturelle du Pays Rochois qui nous a apporté beaucoup de conseils en la personne d'Alain Bénard. Très rapidement, votre exposition sera retrouvée dimanche, c'est ça ? Oui, à la Maison des Sociétés à La Roche. C'est gratuit ?
Oui. C'est magnifique, vous allez en apprendre plein et puis peut-être vous rapprocher d'eux si vous ne connaissez rien aux champignons et que vous voulez savoir comment chercher justement un cèpe, une morille, etc. quand le printemps arrivera. Trouver, connaître bien les champignons, c'est un écosystème fabuleux, mais effectivement il ne faut pas faire n'importe quoi pour ne pas s'intoxiquer. Pourquoi pas vous rapprocher. Il y a plein de sociétés mycologiques dans nos pays de Savoie. Il y en a du côté de Passy dans le Chablais, on vient d'en parler à Annecy avec André Munier, mais aussi avec vous Alain Benard du côté du Pays Rochois. Et puis merci encore une fois évidemment à l'ONF, à l'Office national des forêts et d'Olivier Leclerc que peut-être vous rencontrerez à l'occasion d'une balade. Merci pour vos expertises, messieurs. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel automne en forêt. Merci. Profitez bien de ce beau moment et vous retrouvez l'intégralité évidemment de cette émission en podcast sur radiomontblanc.fr, sur toutes les plateformes de podcast également, le Mag Radio Mont Blanc. Je vous dis à la semaine prochaine.